Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence? Je suis Cyril Ijard et avec la société nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsables de la formation, DRH, directrices et directeurs d'universités d'entreprise, experts de la tech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous? Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'entreprise apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Diane Laine, la fondatrice de WAP. WAP est une start-up qui a développé une méthodologie et une technologie pour promouvoir l'apprentissage entre pairs. Cela s'appelle également la pédagogie et c'est une modalité pédagogique à part entière pour développer les compétences des collaborateurs. Diane nous partage avec beaucoup de détails les composantes de la pédagogie avec des pratiques de plus en plus utilisées dans les organisations. Bonjour Diane. Bonjour Cyril. Diane, je suis très heureux de te recevoir dans l'entreprise apprenante. Il se trouve, Diane, qu'on s'est croisés il y a déjà plusieurs années lors du Learning Show et c'était à Rennes et j'avais participé à un de tes ateliers et We Are Peers m'avait vraiment touché. Enfin voilà, j'avais vraiment été assez bluffé par ce que tu faisais déjà à l'époque. Alors depuis, tu vas nous en parler, la société a grandi en même temps que toi en tant que dirigeante et entrepreneur dans cette société. Et donc, je vais te demander, dans un premier temps, de te présenter et de nous donner les événements clés qui t'ont conduit à créer We Are Peers. Alors, merci pour cette introduction. Je me souviens évidemment de cette expérience au Learning Show, très marquante pour moi aussi. Donc, je suis Diane, je suis la fondatrice de WAP. Et mon histoire, c'est celle d'une étudiante en grande école qui en fait avait envie d'apprendre beaucoup plus de ses pairs. Des autres étudiants qui ont des parcours très variés, qui viennent de différents pays et en partageant des talents, par exemple certains avaient été coachs sportifs ou avaient voyagé en Inde, eh bien on pouvait vraiment apprendre et trouver sa voie plus rapidement. Et c'est ça qui a été le déclic pour moi pour créer WAP. Et aussi évidemment mon investissement dans des associations telles que TEDx où j'avais vraiment pour mission de partager des connaissances. Et j'avais envie de beaucoup plus d'interaction, qu'on puisse avoir cet échange à la suite des conférences vraiment en petits groupes. C'est ça qui m'a poussée à créer WAP, jusqu'à le proposer dans mon école comme premier cours entre pairs, le premier cours sans professeur avec moi en rôle de facilitatrice. Et ça a été un succès à ce moment-là et c'est ce qui a fait que j'ai pu le développer. Par la suite, par des publications sur des revues telles que Harvard Business Review ou d'autres revues telles que The Conversation. C'est ça aussi qui m'a fait connaître dans les grandes entreprises. Et aujourd'hui, WAP, on est vraiment spécialisé sur l'apprentissage entre pairs pour aider les organisations à devenir apprenantes. Et on aide 40 d'entre elles à faire des animations d'apprentissage entre pairs toute l'année, des formations entre pairs sur mesure, des grands événements avec l'apprentissage entre pairs. Et je vous expliquerai peut-être un peu plus après comment fonctionne concrètement la pédagogie. Ok, génial. Alors, déjà, il y a des choses très intéressantes dans ce que tu viens de nous partager. J'aimerais déjà revenir sur ta première expérience dans ton école, la première fois où tu te retrouves avec, je suppose, un certain nombre d'étudiants qui sont finalement tes pairs, qui sont tes camarades, qui sont tes amis pour certains. Qu'est-ce qui se passe en fait? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu cette expérience qui, d'après moi, a été plutôt marquante? Oui, c'était vraiment un moment fort. Déjà, la première chose, c'est que j'ai dû moi-même marketer mon cours. Et en tant qu'étudiante, je me souviens avoir vraiment été terrifiée de le proposer aux autres et d'avoir peur que personne ne s'inscrive. Donc finalement, il y avait 150 inscrits, je me souviens, au premier. Et finalement, donc on avait sélectionné 30 participants pour cette expérience. Et à ce moment-là, l'objectif du cours, c'était de révéler ses talents, ses passions, ses forces, et de les transmettre aux autres dans un but de mieux se connaître et donc d'arriver à mieux définir son orientation. Et donc, c'était découpé en 5 sessions. C'est vraiment un parcours sur 15 à 20 heures. C'était très
on en prenait vraiment le temps. Et dans le premier, c'était l'émergence des talents, des savoirs. Et il y avait une série de questionnements en binôme, trinôme, qui aidait les participants à se reconnecter à, comme je le disais, certains avaient été passionnés de géométrie fractale. Ça n'a absolument rien à voir avec les grandes écoles. Mais le fait de s'en emparer pouvait aussi découvrir leurs forces, leurs talents, et même l'enseigner aux autres. Et donc, c'était vraiment facteur d'empowerment pour les jeunes. De se dire, en fait, j'ai des connaissances, j'ai des talents, je peux apporter aux autres. Et donc, ça leur donnait beaucoup de force pour aller de l'avant, pour trouver leur voie. Donc ça, c'était vraiment l'origine de WAP. Ok, génial. Et en fait, comment tu te dis d'une idée qui vient finalement d'une expérience où tu sens une frustration, hein, ça part souvent, les idées partent de frustration, et là tu nous as parlé de frustration du fait que tout le monde avait des talents, des compétences et qu'on ne pouvait pas suffisamment les partager. Et comment tu passes d'une idée d'étudiante où tu fais une première application au sein de ton école à une start-up où tu veux dire je vais aller adresser un marché de grandes entreprises parce que on va en parler ensuite, mais tes clients c'est plutôt des grandes entreprises. Voilà, comment tu te dis en fait je vais passer à l'échelle et je vais sortir en fait de mon école? Alors, très bonne question. C'est un long cheminement. C'est effectivement cette frustration, et puis après se rendre compte que c'est un problème énorme, le fait qu'on perd énormément de potentiel humain finalement. Ne pas pouvoir révéler ses talents, c'est aussi des difficultés d'orientation qui font que y a un vrai gâchis de talent, et de se rendre compte que finalement le système de la formation est en entier. Il y a énormément de choses à améliorer, notamment l'efficacité des formations. En fait, ça va impacter, la formation va être beaucoup plus impactante, la délivrance aussi, puisque on va pouvoir apprendre des autres, et donc il y aura un délai de création de contenu qui sera beaucoup moins long. Donc, de se rendre compte que j'ai pris conscience que les entreprises avaient des systèmes de formation qu'elles souhaitaient rénover, qu'elles souhaitaient actualiser aux besoins d'aujourd'hui, que c'était donc quelque chose qui les intéressait. Et donc, au début, effectivement, c'était moi, en tant qu'étudiante intervenante. Donc, voilà, j'ai été payée 30 € de l'heure. J'étais seule. Et après, effectivement, avec l'encouragement des étudiants qui ont demandé à la direction, voilà, on aimerait que ce programme soit déployé à plus grande échelle, qu'il soit obligatoire, avec leur appui, ça m'a donné beaucoup de force. Et en fait, j'ai tout simplement eu envie d'écrire. J'ai envie de partager sur ce système d'apprentissage entre pairs qui est en fait extrêmement puissant, et en faisant des recherches, qui est pas du tout nouveau. Je n'avais rien inventé, puisque Anne Quérin avait écrit L'école mutuelle, voilà, ici, qui explique le système de pédagogie qui était justement trop efficace pour l'époque, en 1800, et qui avait des résultats exceptionnels, puisqu'elle permettait aux jeunes d'apprendre à lire et écrire en 3 ans versus 5 ans. Je prends conscience de tout ça, donc j'écris sur Internet, et là, c'est là que les entreprises me contactent. Et des DRH qui me disent, mais nous, on a 40 000 employés, faire partager les savoirs, les talents, les connaissances des employés, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait faire, en faisant un pilote. Je savais pas du tout comment m'y prendre, mais j'ai appris en faisant. Donc effectivement, les premiers pilotes n'étaient pas forcément des succès, mais les suivants étaient des succès. Donc il m'a fallu une série de pilotes jusqu'à ce que je puisse pas tout faire, je puisse plus tout faire moi-même. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, créons déjà une entreprise, et ensuite recrutons. Et j'ai recruté des facilitateurs d'abord pour m'aider à déployer, et puis ensuite mon développeur. Puis bref, après l'histoire de WAP, s'est étoffée. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant de revenir à la genèse et de voir comment tu as réussi finalement à transposer ce modèle de la formation initiale directement dans les entreprises, avec finalement des DRH qui sont venus te contacter sur cette modalité. Donc, tu t'appuies sur une modalité pédagogique qui est l'apprentissage entre pairs, et qui finalement est assez méconnue, et elle a un autre nom, une autre sémantique que je trouve très 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 à propos, qui s'appelle la pédagogie. Donc la pédagogie entre pairs. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se cache derrière cette pédagogie entre pairs, et nous donner un petit peu les contours de cette modalité?
c'est vrai que j'aime aussi beaucoup cette terminologie de pédagogie, parce que derrière pédagogie, il y a pédagogie, qui est une science de l'éducation, donc qui rassemble un ensemble de méthodes, de pratiques et d'outils d'apprentissage entre pairs pour éduquer. Et donc, quand on parle de pédagogie, ça suppose des objectifs pédagogiques, c'est-à-dire que quelles vont être les compétences, les connaissances que l'on va avec lesquelles je veux dire, quelles vont être les compétences, les connaissances que les apprenants vont acquérir. Deuxième chose, il y a vraiment des animations synchrones avec un objectif, des facilitateurs qui vont la guider. Et ensuite, il y a un troisième élément aussi qui est important, c'est toutes les méthodes et les outils qui sont autour pour former. Et il y a plusieurs méthodes d'apprentissage entre pairs. On a des méthodes de copratique, d'apprentissage en enseignant, des méthodes d'analyse de pratique, de son expérience, de co-développement professionnel. Ça, je pense que c'est très répandu aujourd'hui dans les entreprises. Il y en a vraiment beaucoup. Et moi, j'ai aussi ma propre définition de l'apprentissage entre pairs avec l'expérience. Pour moi, je considère qu'une expérience d'apprentissage, ça fait partie de la pédagogie lorsqu'il y a des échanges entre pairs qui sont guidés. Lorsque c'est basé sur l'expérience, la pratique, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un partage qui part de l'expérience vécue et qui est connecté avec l'expérience vécue. Et ensuite, c'est aussi quand il y a des activités en petits groupes. Donc, ça peut aller de 2 à 5, mais ça va vraiment se passer dans des petits groupes versus vraiment des amphithéâtres ou des grands volumes. Donc, voilà un petit peu les 3 composantes. Et avec toutes les expériences ce qu'on a menées avec WAP, donc c'est à peu près 300 expériences d'apprentissage entre pairs et différentes sessions et parcours. J'ai aussi un peu acquis ma conviction sur les résultats et sur qu'est-ce qui fait que cette expérience est un réel succès. Et le premier pour moi, c'est que tout le monde a contribué. Donc tout le monde a pu participer, contribuer avec ces expériences les plus pertinentes. Le deuxième, c'est que ça a été efficace, c'est-à-dire que les participants, ils ont réutilisé ce qu'ils ont appris. Donc typiquement, quelqu'un a appris quelque chose sur un outil, une méthode, une manière de faire, et il l'a mis en pratique. La pratique est vraiment absolument clé pour moi, c'est mon indicateur premier. Et ensuite que ça a été motivant et enrichissant, parce que c'est-à-dire que les participants, ils ont appris quelque chose de nouveau, ils en ressortent motivés et ils se sont enrichis mutuellement. C'était inspirant pour eux. Voilà pour moi les trois clés de réussite. Ok. Alors, tu parles effectivement de cette notion effectivement de pratique et avant cette notion de pratique, il y a cette notion de connaissance et de compétence. Et je sais que l'un de tes motos, c'est de dire que chaque collaborateur sait quelque chose. Tout le monde dans une organisation sait quelque chose. Et donc, ta méthode, la méthode de la méthode WAP de la pédagogie, elle fait remonter à la surface des connaissances tacites des collaborateurs, donc des connaissances dont on n'a pas forcément conscience, en tout cas qu'on ne formalise pas forcément. Comment en fait vous arrivez concrètement à faire remonter ces connaissances tacites? Comment ça se passe? Donc c'est sûr, la connaissance tacite, c'est vraiment quelque chose qui est ancré un petit peu dans les comportements, dans les gestes, dans le savoir-être, qui est très difficile à transmettre et souvent qui se transmet d'une manière assez simple par les échanges entre pairs justement. C'est comme ça que ça passe dans les groupes, dans les organisations, c'est l'échange informel, on se transmet. Et nous, notre clé, c'est justement d'arriver à capter ces moments et de les capitaliser. Et donc, c'est pour ça qu'on se sert beaucoup des échanges entre pairs. Et la méthodologie, elle va commencer vraiment par une phase d'émergence. L'émergence où on va poser un certain nombre de questions qui vont permettre aux participants de partager une connaissance. Et une question je vais donner un exemple de question qu'on pose au début, qui part de la pratique, parce que c'est plus facile pour les participants de partager une expérience vécue et ensuite d'en déduire une connaissance tacite que de tout de suite leur demander une compétence. Donc par exemple, on va leur demander, rappelez-vous, une expérience avec un client, une relation avec un client avec des conseillers bancaires par exemple. Rappelez-vous une relation avec un client qui s'est particulièrement bien passée, comment ça s'est déroulé, comment vous avez procédé. Et décrivez ça en détail. Et c'est ça qui va faire facilement remonter. Et ça se fait aussi par l'échange. Et là, à ce moment-là, on va dire, ok, quelles compétences vous avez mis en œuvre, quels outils,
et on va faire remonter en s'appuyant sur un vrai vécu. Donc ça, c'est un exemple. Après, on a plein d'autres manières de faire. Mais cette phase d'émergence est clé pour faire remonter. Et donc, du coup, à la suite de ça, il y a une méthodologie qui leur permet de partager avec les bonnes personnes, dans les bons groupes, de vraiment raconter leur expérience, aussi d'en tirer des synthèses sur qu'est-ce qu'ils aimeraient retenir et aussi qu'est-ce qu'ils aimeraient partager à d'autres pour transférer ça à plus largement au reste du groupe et mettre en œuvre aussi. Je vais très vite dans les étapes, mais globalement, c'est les 5 temps. Ok, mais moi je vais prendre le temps d'aller décortiquer juste après ce temps de l'émergence où on a bien compris qu'en fait tu faisais finalement remonter à la surface ces connaissances tacites avec ce procédé de questionnement et de vécu. Ensuite, à partir du moment où cette connaissance tacite elle a émergé en moi et que je commence à pouvoir la restituer, comment je la restitue alors, je peux la restituer à l'oral en disant ce que j'ai vécu, mais ensuite, comment j'en fais en fait une connaissance, une compétence que je peux transmettre à un petit groupe ou à un groupe plus important? Quels sont les outils que vous mettez à disposition afin finalement un peu de rendre palpable cette connaissance? Alors, la deuxième étape, c'était une fois l'émergence faite, c'est aussi de permettre au reste du groupe de choisir justement sur quel sujet proposé par les autres il aimerait apprendre. Donc il y a un petit peu cette phase de mise en relation aussi par la suite. Chacun va dire, par exemple, ton expérience de relation client, j'ai envie d'en savoir plus, vraiment, ça m'intéresse, je choisis. Et il y a une série un choix qui se fait et qui comporte aussi beaucoup d'autres critères pour avoir et ça va générer les groupes de pairs, les groupes de 5 qui sont des groupes pertinents. Il y a d'autres critères que l'affinité par les choix des uns des autres. Il y a aussi des critères de diversité. On va s'assurer qu'il y a des participants qui viennent de plusieurs régions ou qui ont une seniorité différente, parce que ce mélange va faire qu'on va toujours avoir dans le groupe des participants qui ont beaucoup d'expérience, d'autres un petit peu moins, et du coup, ils vont vraiment apprendre de manière hyper pertinente. Donc ça, c'est très, très, très important. C'est la deuxième étape. Et la troisième, ça va être justement pour encourager ce transfert. C'est vraiment très simple. Hein, c'est le témoignage par l'expérience. Donc, ils vont s'interviewer mutuellement. Donc, comme on voit sur Internet des formats qui s'appellent AMA, Ask Me Anything, chacun à tour de rôle va pouvoir dire, voilà, moi, j'ai réalisé ça a eu tel résultat, j'en suis super fière, Ask Me Anything. Et donc, les participants vont poser des questions, ça va être très interactif, mais vraiment chacun va avoir sa place. Sauf ceux qui se sentent pas, et donc ils vont passer leur tour. Mais c'est vraiment très collaboratif. Et ce qui est vraiment fort, c'est que le groupe va vraiment pouvoir peut-être passer plus de temps avec quelqu'un qui a plus d'expérience, qui a plus à transmettre. Mais ça, c'est vraiment une phase orale, parce qu'au début, c'est très très important de recréer cette atmosphère informelle et de faire encore émerger les savoirs. Et dans la phase 4, c'est à ce moment-là qu'on va passer par l'écrit pour être vraiment sur de la synthèse, pour dire, voilà, de cet échange, vous avez partagé beaucoup sur la relation client, sur quels sont les facteurs clés de succès, les points de vigilance. Maintenant, qu'est-ce qu'on en retire? Vous allez devoir le transférer à d'autres. Comment est-ce que vous pouvez le synthétiser pour le rendre vraiment transmissible? Ok, non, très clair. Et merci pour ces précisions, Diane. Et alors, il y a une question qui me vient, Diane, c'est tu as parlé de 300 expériences, de ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez des années de recul, vous avez divers types d'entreprises avec lesquelles vous travaillez. En termes de connaissances, de compétences, de savoir-faire, est-ce que avec cette méthode de pédagogie, on peut aller sur tous les champs? Est-ce qu'on peut tout transmettre? Est-ce qu'on peut être sur des compétences, des soft skills, des hard skills? Est-ce qu'on peut être sur des compétences très techniques? Comment ça se passe? Est-ce qu'à un moment donné, il y a des compétences ou des connaissances qui fonctionnent mieux que d'autres? Ce qu'on se rend compte, c'est que notre méthodologie, nos approches d'apprentissage entre pairs sont très adaptées pour transmettre et partager des savoirs pratiques ou des savoirs professionnels, plus que des savoirs théoriques, où là, c'est peut-être, il y a d'autres méthodes qui sont plus adaptées. Ok, donc en fait, ouais, vous êtes vraiment ancré dans les pratiques professionnelles de vos clients, qu'ils soient dans la banque, dans le retail ou dans l'industrie. Hein, je prends à dessein vraiment des secteurs d'activité différents où vous allez vraiment aller chercher voilà, des connaissances pratiques et des pratiques professionnelles pour les transmettre. Bon, mais trop bien.
Il y a un certain nombre d'idées reçues sur l'apprentissage entre pairs, parce que dans l'apprentissage entre pairs, on peut entendre la notion pédagogique telle que toi tu la défends, et aussi on peut aussi y voir déjà des éléments aussi beaucoup plus informels, et puis on peut aussi avoir des craintes. En premier lieu, je pense à la perte de contrôle pour, par exemple, le service formation qui se dit attendez, apprentissage entre pairs, ça veut dire qu'on les laisse entre eux, qu'est-ce qui se passe, ou encore certains collaborateurs qui n'ont rien à partager en disant mais moi en fait je ne connais rien, alors que le postulat, et puis on le sait, on a tous quelque chose, on connaît tous quelque chose. Quels sont les freins et les fausses représentations auxquelles la pédagogie est-elle confrontée, et comment y faire face en fait? On a effectivement énormément. Et je crois qu'en 3 ans d'apprentissage entre pairs, j'ai tout entendu. Le premier, c'est il y a un risque de diffuser les mauvaises pratiques. Nous avons développé cette méthodologie qui représente plus de 3 années de recherche et développement. Évidemment, on ne partage pas sur tout et n'importe quoi. Les participants ne partagent uniquement leur expérience, ce qu'ils ont déjà fait et a réussi. Ça assure le partage des meilleures pratiques. Ensuite, on considère que chacun est quand même l'expert de son expérience personnelle. Si j'ai réalisé, mis en œuvre, développé, j'ai des choses qui ont fonctionné, qui ont montré des résultats, je peux le partager. Ensuite, il y a aussi une revue par les pairs à l'issue de la dernière étape. Et donc, cette revue par les pairs permet aussi de faire une synthèse et de sélectionner les meilleures connaissances. Donc ça, c'est un premier élément qui est hyper important. Donc, exemple, si je suis, encore une fois, je prenais l'exemple d'un commercial. Un commercial ne va pas parler de son expérience en management s'il n'en a pas, en fait. Ça n'arrive jamais. Deuxième chose, c'est aussi ce retour qu'on nous fait de penser que les bonnes méthodes sont à l'extérieur de l'entreprise. Il y a des très bonnes méthodes à l'extérieur de l'entreprise. Cela dit, dans l'entreprise, les collaborateurs connaissent très très bien leur métier, et donc ils ont développé aussi une connaissance des produits et des métiers qui est très forte, et donc c'est eux qui détiennent aussi le cœur de la connaissance. Donc c'est un petit peu aussi cette idée reçue qu'il y a toujours, en fait, l'herbe est un peu plus verte ailleurs, quoi. Donc ça, on est parfois confronté à ça. Ouais, je vois, ouais. Voilà, on est parfois confronté à ça, et quand on leur donne cet espace aux collaborateurs d'ouvrir aussi leurs meilleures pratiques, de valoriser ce savoir, il y a des choses vraiment merveilleuses qui en ressortent, et c'est pour ça que souvent les clients, les organisateurs nous disent vraiment on ignorait complètement qu'il y avait tel projet, qu'ils avaient fait telle chose. Enfin, ils sont souvent surpris, très très surpris. Ensuite, il y a aussi cette notion de parfois les collaborateurs, ils font de la rétention d'informations. Ils font parce que c'est aussi une manière de conserver leur pouvoir, notamment dans le milieu et auprès des commerciaux, on peut entendre ça de temps en temps. Or, de notre expérience, en fait, c'est souvent parce qu'il n'y a pas le bon cadre, le bon format, la bonne disposition, parce que certains de nos clients avaient essayé de réunir les commerciaux, de les mettre, de leur demander de restituer leur savoir sous forme de présentation, par exemple, et il n'y avait rien qui était ressorti, parce qu'ils n'avaient pas réussi tout simplement à le faire. Et en plus de ça, ils ne comprenaient pas pourquoi, alors que quand on les place dans un endroit où ils vont donner en partageant, mais surtout, ils reçoivent aussi de leur père. Il y a je donne, je reçois, donc j'obtiens plus, je reçois plus que ce que j'ai donné. Deuxième chose, c'est qu'aussi, souvent, sur ce point-là, certains collaborateurs ont peur de se mettre en scène devant leur père. Donc forcément, si on les met dans une salle, on dit, c'est très mal vu pour eux de se mettre en scène devant tout le monde. Donc c'est pour ça que nous, on n'est pas du tout sur cette démarche. On a une méthode qui leur permet d'être au même niveau et d'être dans des bulles de confiance. Donc ça, c'est des petites choses qui sont hyper importantes. Il y a aussi un élément aussi, évidemment, on parlait du risque de perte de contrôle. C'est vrai qu'on est très habitué en France particulièrement à en fait vouloir un contrôle absolu sur la formation, le déroulé de la formation, c'est pour ça qu'on construit tout le contenu en amont. Or, nous, notre postulat, c'est qu'on assure un fort contrôle sur le processus versus le contenu. C'est-à-dire que le processus est très cadré. Les activités durent 15-20 minutes. Les questions sont très très bien formulées avec des exemples aussi précis, des objectifs aussi à la fin. Il y a vraiment un processus clé. Et quand on est à l'aise avec le processus et qu'on garde le contrôle sur le processus,
eh bien, on peut s'assurer que avec les bons participants, évidemment, si on a les bonnes personnes aussi, on peut s'assurer vraiment d'une qualité de contenu de la formation. Donc, je pense que les responsables de la formation pourraient vraiment être très confiants en s'appuyant en faisant confiance à des processus qui ont été prouvés. Donc ça, c'est un autre élément. Et le fait de se sentir aussi un petit peu menacé par l'apprentissage entre pairs, encore une fois, il y a dans le système dont je décrirai par la suite, il y a des rôles absolument clés pour administrer, pour concevoir les objectifs. Il y a des objectifs très précis pour l'animer qui sont fondamentaux. Et donc, en jouant ce rôle-là aussi de mise en œuvre de la pédagogie, on a un rôle absolument clé dans le développement de la formation et de la montée en compétence des collaborateurs. Donc, ça peut être aussi beaucoup d'entre eux maintenant aujourd'hui dans nos clients sont aussi fiers d'être pionniers aussi de la formation de demain. Ok, merci pour cette réponse et tous ces points, ces représentations auxquelles on peut être confronté. Je pense que c'est bien aussi de donner le change quand on a ce genre de remarques. Ce que j'en retiens, et je reviens sur un point qui me paraît important, c'est que finalement, vous mettez en place un processus très cadré qui libère le contenu et qui libère finalement l'intelligence collective. Ce que j'en retiens et ce que tu as dit qui me paraît assez essentiel, c'est jusqu'à la fin, il y a une revue par les pairs, ce qui fait qu'on s'assure que la bonne pratique, d'une part, elle a émergé quelque part, elle a émergé d'une personne, elle a été partagée, et comme elle a été partagée, elle a été adoubée par d'autres personnes qui ont peut-être d'ailleurs échangé et enrichi la bonne pratique, qui l'ont pratiquée eux-mêmes, afin qu'elle rayonne plus largement dans l'entreprise. Et ça, c'est un véritable phénomène d'intelligence collective tel qu'on aime les voir dans nos entreprises parce que c'est ce qui fait une partie du succès. Donc, je pense que ça, c'était important de le relever. Et concrètement, donc maintenant qu'on a vu vraiment tous les contours de cette pédagogie avec un certain nombre de points que tu nous as présentés sur de la méthodologie, est-ce que tu peux nous partager des cas clients avec bien sûr, dans ces cas clients, des évolutions que tu as pu constater à l'issue de ces processus? Oui, tout à fait. Donc, on a l'habitude de commencer justement avec les communautés internes de formateurs, de learning managers, qui, eux, mettent en pratique, justement pour vous dire à quel point nous fonctionnons avec eux, parce que la meilleure manière de le comprendre, c'est de le vivre. Donc, on commence toujours avec eux parce que eux-mêmes mettent en pratique en fait énormément d'innovation. C'est-à-dire qu'ils vont tester la réalité virtuelle, des formats très nouveaux de blended learning. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Et ils ont énormément à apprendre entre eux. Et donc, on va commencer avec eux. Et ils vont commencer à y participer. Donc, certains vont vouloir faciliter ces démarches, les organiser. Et c'est comme ça qu'il va y avoir des projets qui se multiplient dans les formations, mais aussi dans d'autres communautés. Bon. Nous, c'est vraiment une démarche qu'on adore de pouvoir commencer justement avec les communautés learning. Donc, au début, on a pu commencer avec ces communautés-là, par exemple, qui sont 50, 100 dans les grandes entreprises, avec vraiment des formats de partage et de capitalisation de l'expérience. Et très vite, on s'est rendu compte qu'ils avaient d'autres idées d'usage de la plateforme WAP pour pouvoir l'utiliser pour d'autres méthodes d'apprentissage entre pairs, par exemple, telles que le co-développement, qui est déjà pratiqué dans les entreprises, nous ne l'avons pas du tout inventé. Et donc, nous avons pu réadapter certains formats, les faire évoluer et les intégrer à la plateforme. Et ce qui est ce qui est assez incroyable en ce moment, c'est justement cette multitude de formats et de méthodologies d'apprentissage entre pairs, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Vraiment, c'est très important de le rappeler. Comme on le disait, c'est méconnu la pédagogie, alors que, je vais vous en citer quelques-unes, les groupes de co-perfectionnement qui existent aujourd'hui, ou encore, je parlais du co-développement, l'analyse de pratique qui est encore un peu plus cadrée que celui dont je parlais. Il y a le mentorat, le tutorat, et donc tous ces formats se sont développés aussi, parfois en étant un peu hybrides. Parfois, nous avons conçu des choses complètement sur mesure avec un petit peu de partage et capitalisation d'expérience suivie, de mentorat, et ça fait des parcours d'apprentissage entre pairs qui sont
avec un petit peu de résolution de défis ou de problématiques. Et en fait, nos clients ont développé les nouveaux formats, on les a mis en commun en open source, et ça crée une base de templates aujourd'hui qui est super riche. Et moi, franchement, c'est ça qui m'impressionne aujourd'hui sur le développement de WAP, c'est que l'apprentissage entre pairs se fasse dans notre propre communauté, entre guillemets. Ok, c'est-à-dire qu'en fait, l'appropriation par les communautés learning qui sont les premiers utilisateurs avant d'être les clients, elle est tellement forte qu'elle génère beaucoup de créativité dans les services formation, dans les services learning, afin que eux-mêmes puissent mettre en place des parcours d'apprentissage entre pairs avec plusieurs modalités, mais qui sont ultra riches et qui permettent de partager les connaissances. En fait, c'est pas tant la créativité de ces, c'est que la créativité est née par la mise en commun. Ils vont pas forcément inventer parce qu'on peut pas inventer une pédagogie comme ça. Seulement, c'est parce que une autre communauté, une association qui mettait déjà en pratique des formats, par exemple, de résolution de défis entre pairs, met en commun son template et qui bénéficie à d'autres. Ok, c'est-à-dire qu'en fait, vous mettez aussi en relation chez WAP des communautés learning pour aller partager en fait des pratiques pour que chacun puisse les approprier et enrichir son propre dispositif. Ouais, ultra intéressant. Ce qui fait que en fait, tu ouvres vraiment le champ des possibles et tu ouvres à chaque entreprise les pratiques. C'est plus que l'entreprise apprenante, c'est la société apprenante, quoi. Hein, c'est vraiment les organisations apprenantes qui entre elles en fait ce partage de la connaissance. Ok, super intéressant. La société apprenante, c'est le futur, effectivement. C'est le futur. Aujourd'hui, c'est une mise en commun aussi de formats de pédagogie. Et après, effectivement, on a vraiment envie d'aller dans l'inter-entreprise, l'intercommunauté. Ok, pour aller, tu disais tout à l'heure, hein, le savoir il est en interne, mais il y a beaucoup de savoir en interne, mais pour aller chercher parfois ce qui nous manque, on peut aussi avec la pédagogie aller faire des liens entre les entreprises, entre des cultures différentes qui permettent d'avoir peut-être un autre regard, de faire un pas de côté, d'avoir ce recul nécessaire. Bon, super intéressant, vraiment super intéressant. C'est quoi le plus gros apprentissage que tu as eu depuis le lancement de WAP? C'est la réalisation de la puissance d'une idée. Au départ, quand on a commencé, c'était encore vraiment très très peu pratiqué et c'était aussi pas encore très bien entre guillemets perçu parce qu'il n'y avait pas encore suffisamment de connaissances et de mise en œuvre dans le monde professionnel. Il y en avait déjà beaucoup au niveau des publications académiques. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est une multitude d'initiatives, de start-up. Il n'est pas rare pour moi d'apprendre de mes clients des pratiques d'apprentissage entre pairs qu'ils ont mis en œuvre sans s'en rendre compte et de pouvoir en fait les aider à le professionnaliser, à aller plus loin et de leur donner aussi un outil qui va leur permettre de leur faciliter la vie parce que ça peut être compliqué. Et ça, c'est vrai que c'est génial parce que beaucoup s'approprient cette idée. Et en fait, avec leur propre définition, le font, et nous, on s'enrichit aussi de la manière dont ils le font. Donc, je pense que c'est ça mon plus gros apprentissage. Oui. Ok. Ce que je ressens dans ce que tu dis, c'est effectivement que tu manies une matière très vivante, une matière qui s'enrichit, qui se modèle, qui s'étire dans plusieurs sens et qui permet en fait, selon les organisations, de pouvoir se modeler à des cultures, se modeler à des typologies d'organisation et sur lequel toi tu viens plaquer ce process. Alors, tu as peu parlé de la technologie, mais on sait que derrière, il y a une plateforme au-delà de vos facilitateurs, mais qui vient plaquer en fait cette méthodologie et cette technologie pour donner corps pour formaliser l'informel, quoi. C'est un peu l'idée. Ok. Exactement. Et par exemple, on va voir des entreprises et ils nous disent, voilà, moi j'ai commencé à développer un parcours de mentorat, tutorat. Bon, je sais pas trop comment m'y prendre là-dessus. Et puis nous, on va pouvoir, par l'échange et par la collaboration, pouvoir proposer un petit format, formaliser un petit peu ce parcours avec plusieurs briques de mentorat, de partage d'expériences, de résolution de problématiques, et pour pouvoir, avec l'outil, leur faciliter le déploiement et le rendre aussi, leur permettre de remplir des objectifs pédagogiques. Comme je le disais, la pédagogie aujourd'hui, comme on le pratique, ça peut remplir des objectifs, et ça peut être validé comme de la FEST, la formation en situation de travail, parce qu'il y a de la réflexivité, parce qu'il
il y a des référents, et donc de l'inscrire dans la formation professionnelle. Ouais, je pense que ça, c'est un élément aussi important de rappeler tel que vous le pratiquez, tel que vous en faites effectivement la promotion, de montrer que c'est une modalité pédagogique à part entière avec ses objectifs pédagogiques, avec un certain nombre de phases telles qu'on peut l'avoir dans la FEST. Et c'est vraiment important parce que ça permet vraiment de valider derrière des compétences et des connaissances. Diane, pour finir, on est dans le podcast de l'entreprise apprenante et moi, j'aimerais connaître ta définition de l'entreprise apprenante. Je ne sais pas si ça va être très original parce que pour moi, c'est une entreprise qui s'adapte à son environnement, où les participants apprennent les uns les autres et évoluent mutuellement par eux-mêmes et tout au long de leur vie. Ok, écoute, c'est très bien. Merci beaucoup, merci Diane pour tous ces partages. Voilà, t'as fait beaucoup de pédagogie dans ce podcast, c'est génial. On a fait de la pédagogie sur la pédagogie, donc ça c'est génial. Moi j'ai beaucoup appris. Merci pour tout ceci. Merci beaucoup Cyril, avec grand plaisir. Au revoir. Attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode ? Dites-nous-le en laissant un commentaire, en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes. L'entreprise apprenante vous a été présentée par nous. Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, nous.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.